7 et Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les jeudis après-midi. Bonjour Serge. Bonjour Inanna. Et on se retrouve nous tous les matins, mais avant, votre invité cet après-midi, c'est le docteur Gérald Kierzek, urgentiste, chroniqueur sur TF1 LCI, directeur médical de Doctissimo pour son dernier ouvrage, Votre santé dans le monde d'après aux éditions du Rocher. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles et de plus en plus nombreux à notre rendez-vous santé du jeudi. Alors que l'épidémie marque le pas en Europe, mais n'est pas terminée, autour de 20 000 malades Covid hospitalisés, un peu plus de 1700 personnes en réa chez nous, qu'un sous-variant de Omicron, fort heureusement pas trop agressif, continue à circuler activement, quelques dizaines de milliers de cas par jour, et probablement une hausse à venir dans les 2 prochaines semaines, d'après l'Institut Pasteur, que certains pays, dont la Chine, reconfinent massivement. Les pouvoirs publics ont décidé d'assouplir les mesures restrictives en supprimant le pass vaccinal, en autorisant le masque en intérieur, sauf dans les transports en commun, les EHPAD et les établissements de santé. De son poste d'acteur et d'observateur privilégié du monde de la santé, le docteur Gérald Kierzek, urgentiste, chroniqueur successif dans plusieurs médias, maintenant le groupe TF1 LCI, directeur médical de Doctissimo, nous propose dans son dernier ouvrage Votre santé dans le monde d'après aux éditions du Rocher, une réflexion critique mais résolument constructive de la crise que nous subissons depuis maintenant près de 2 ans et demi. Il est mon invité cet après-midi. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Serge. Merci d'être avec nous. Cher confrère, j'allais dire. Serge, cher confrère, votre ouvrage, écrit sous la forme d'un abécédaire astucieux, nous fait remonter cette crise qui n'en finit pas de rebondir par vagues successives. Nous sommes toujours dans la 5e. Alors je sais plus, je les compte plus moi les vagues parce que ça a changé. D'ailleurs si c'est un abécédaire, c'est pour expliquer les mots. Et regardez ce mot vague. Ce mot vague au début, il concernait les hospitalisations puisque c'était des vagues de malades qui étaient dans le Grand Est et en région Île-de-France en réanimation. Et puis progressivement, le mot vague a concerné des vagues d'hospitalisés, pas forcément en réanimation. Et là, la dernière vague, c'était la vague de cas positifs, c'est-à-dire de contamination, sans qu'il n'y ait forcément de répercussions sur l'hôpital. Donc on voit bien qu'un même mot, le mot vague, peut avoir une utilisation différente et c'est un peu l'objectif de cet ouvrage, c'est d'essayer de prendre un peu de recul, d'expliquer les mots qu'on a entendus comme ça et puis peut-être aussi à visée anxiolytique. Alors vous expliquez, vous dites que la crise a été marquée par l'irruption dans le langage courant d'un flot de mots nouveaux qui ont été alternativement des arguments, des preuves, des invectives, des menaces. Et en fait, ils ont très vite installé une peur, une confusion, une psychose collective, quoi. On l'a encore vu avec les 500, 700, 800 000 cas par jour. Alors que ce sont des cas de contamination, c'est-à-dire des cas positifs. Si chaque année on faisait des PCR pour d'autres types de virus, on aurait des chiffres complètement affolants. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à tout compter, à tout mesurer, à être, plutôt que de réfléchir et de prendre une certaine distance, à essayer de tout calculer. Alors je vous passe ce qui était à mon avis terriblement anxiogène et probablement une erreur politique qui était de compter le nombre de morts et de l'égrener quotidiennement. Rappelez-vous le directeur général de la santé qui faisait ça et qui avait ce compteur un peu morbide. Michel Maffezoli, sociologue, dit on a vécu tous les jours notre propre mort. Tous les soirs, ça nous a renvoyé quasiment à notre condition mortelle et c'est terriblement anxiogène. Vous avez employé le mot peur. On a classé les médecins entre les alarmistes d'un côté, les complotistes de l'autre. Moi, j'ai essayé d'être ni l'un ni l'autre, mais d'être simplement sur du factuel. Et je crois que le soin, c'est aussi de rassurer. Pas d'être rassuriste, mais d'être rassurant. Vous avez été qualifié de rassuriste alors qu'on parlait d'enfermiste, de confiniste et quelque part vous avez dit je suis pas rassuriste, je suis pragmatiste. Exactement, quand on me demandait alors vous êtes complotiste, rassuriste, alarmiste, bref on ne savait plus sur de quel côté de l'échiquier on devait, vous savez les médias c'est un peu binaire. Moi je disais je suis pragmatiste, un néologisme évidemment, je suis pragmatique, j'étais factuel en donnant un certain nombre de choses que je voyais au quotidien, moi dès les premiers dès le premier jour du confinement ou dès le premier jour où on a reçu des malades, j'étais en renfort Covid à l'hôpital Cochin, donc très vite les mains dans le cambouis, bien sûr en tant qu'urgentiste, et très vite aussi ça m'a permis de comprendre et de ne pas céder à la panique et de comprendre qui faisait des formes graves,
qu'est-ce que c'était que ce virus, quelles étaient les personnes à risque. Et donc, la nuit, j'étais aux urgences et le lendemain, j'étais sur LCI, TF1 notamment, en train d'expliquer ce quotidien-là sans le dramatiser. L'idée, c'était vraiment d'avoir une parole comme je pourrais avoir dans un cabinet médical ou dans le box des urgences avec des familles ou avec les patients. Donc, c'était de donner un peu ce point de vue pratique, pragmatique, sans affoler. Vous savez, si vous allez voir un médecin et qu'il est plus affolé que vous allez partir en courant. Je crois que ça fait partie aussi de la parole médicale, d'avoir une certaine distance et avoir quand même un côté apaisant. D'avoir utilisé le terme « on est en guerre » a participé à cette peur, parce qu'on voit, maintenant les plus anciens le savaient, mais les plus jeunes découvrent ce qu'est véritablement une guerre, c'est pas ce qu'on a vécu. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a eu des erreurs politiques, bien sûr. C'est toujours facile de refaire le monde a posteriori, de refaire la crise a posteriori. Je crois qu'en mars 2020, premier trimestre, quadrimestre 2020, on savait pas ce qui allait nous tomber sur la figure. On avait des images de Chine, de gens jeunes. Rappelez-vous ce collègue ophtalmologiste qui était décédé en réanimation. Et puis l'Italie, ça a beaucoup marqué les esprits parce que finalement, on n'a pas eu d'image de cette crise, on n'a pas eu d'image de cette guerre, entre guillemets, si ce n'est les images venues de Chine, de Bergame, les images d'Italie, mais on n'a pas eu d'image en France. Et donc, on a été dans un imaginaire extrêmement anxiogène. C'est un vrai problème d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'image réelle de ce qui se passait, parce que les services d'urgence, quand on reprend les chiffres, et moi c'est ce que je disais très souvent, les services d'urgence sont calmes, et quand on reprend les chiffres, on avait moins 40% d'activité dans les services d'urgence. Et quand vous discutez avec des gens qui n'ont pas eu cette vision-là, qui avait juste une vision un peu déformée, qui avait l'imagination liée aux images chinoises ou italiennes, ils disent mais c'est pas possible, moins 40%. Nous, on imaginait que les gens mouraient dans les services d'urgence, on imaginait qu'il fallait faire la queue, que des gens ne pouvaient pas rentrer dans les services tellement c'était plein. Ce n'était pas le cas en France. Image qu'on a vue pour d'autres pays, on l'a vu pour l'Inde, on l'a vu pour le Royaume-Uni. Oui, on l'a vu pour des pays qui sont pas organisés comme nous le sommes. L'Inde, par exemple, on a vu un certain nombre d'images dramatiques, mais qui vous dit que ces images n'étaient pas là avant aussi ou après? C'est-à-dire que leur système de santé fait que, et la surpopulation fait que ils ont malheureusement une activité dans les services d'urgence et une prise en charge qui est pas au niveau de ce qu'on a en France. Donc il y a eu des services très en tension, il a fallu pousser les murs en réanimation dans le Grand Est, en Île-de-France, mais il y a la majorité des services de soins intensifs ou de réanimation en France qui n'ont pas été dans cette situation-là. On a arrêté des blocs opératoires pour récupérer du matériel à titre préventif, mais ça n'a jamais servi. Et malheureusement, ça a probablement créé des pertes de chance ou des retards de prise en charge d'autres patients atteints de cancer ou autres qu'il fallait opérer, qui n'ont pas pu être opérés. Donc tout ça, c'est à mettre dans une balance. Il y a eu un principe de précaution, on a arrêté, on s'est dit qu'est-ce qui va arriver, et donc il faut tout stopper. Ça serait à refaire 2 ans après. Je suis pas sûr que ça soit la bonne décision. Alors vous expliquez dans votre livre, là aussi, par ordre alphabétique. Alors là, je vous interroge de façon presque plutôt chronologique qu'alphabétique. Alors l'épidémie a révélé la crise du système de santé, une crise structurelle que vous dénonciez bien avant. Ah, ça fait des années que moi et quelques autres dénonçons cette crise structurelle. J'aurais aimé que vous appelez les enfermistes ou les alarmistes, qui sont des collègues, qui probablement dans une situation limite de burn-out d'ailleurs, ou de service tendu, je pense aux réanimateurs qui ont un boulot très difficile, il n'y a pas de lit, c'est en flux tendu qu'il faut gérer en permanence l'arrivée, le départ de malades, etc. Mais plutôt que de tout mettre sur le dos du Covid, parce que tout le monde sait que ce n'est pas que le Covid, voire ce n'est pas le Covid n'est que le révélateur d'effectivement une crise structurelle, ça aurait été bien que ça puisse être dit, parce que d'abord ça aurait été peut-être apaisant pour les gens en disant, vous savez, c'est un virus, quand on regarde les chiffres, c'est un taux de mortalité de 0,07%. La médiane d'âge des gens qui décèdent, qui sont des gens déjà fragilisés, qui décèdent non pas du Covid, mais très souvent avec le Covid, avec une médiane d'âge de 85 ans. Donc ça aurait permis, avec juste ces 2 chiffres de taux de mortalité et de médiane d'âge, de pouvoir donner, non pas relativiser, toute mort est insupportable bien sûr et toute forme grave est insupportable, mais en tout cas de dire c'est pas un virus qui frappe tant au hasard que ça, c'est pas un virus qui va tout décimer, parce que c'était ça l'ambiance en mars 2020, c'était de dire il faut tout stopper, il faut rester chez soi, il faut absolument ne plus sortir et l'autre risque de vous contaminer et donc de vous tuer. Donc ça c'est entendable dans les premières semaines, mais rapidement quand on comprend que ce qui pêche c'est le manque de lits de réanimation,
non. Ce qui pêche, c'est le manque d'hôpitaux de proximité. Ce qui pêche, c'est notre mode de vie aussi, avec des facteurs de risque personnels, etc. Je pense à l'obésité en particulier. Un mot qu'on a découvert pendant l'épidémie, bien évidemment que vous reprenez, qui est le mot comorbidité. Le mot comorbidité, bien sûr. Et pas n'importe quelle comorbidité. On a vite compris que les patients qui étaient obèses étaient des patients très à risque. Donc, tout ça aurait permis d'éviter d'affoler la population, de prendre des mesures qui ont duré, parce que le confinement, autant on peut imaginer en mars 2020, autant après le deuxième confinement, on aurait pu s'en passer, on aurait pu gérer la crise franchement différemment. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est à la veille d'une élection présidentielle. La crise structurelle, est-ce qu'elle est adressée par les politiques? Est-ce qu'elle est prise en compte? Est-ce qu'elle est remise en question? Est-ce que les décisions des dernières, années, voire décennies, est-ce que ces décisions de fermeture d'hôpitaux, de restructuration, de regroupement hospitalier, est-ce que ça, c'est mis sur la table et c'est dans le débat politique? J'ai pas l'impression. Et donc, en se cachant derrière le Covid, finalement, on passe à côté de ce sujet majeur qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? À quoi veut-on que nos impôts servent? Moi, je pense que tout le monde, et ça, c'est un sujet de cohésion sociale, voudrait être bien soigné et que ça soit le système public, mais le système privé également, la médecine libérale. Eh bien, on a un problème de système de soins qui n'est plus du tout le meilleur système de santé au monde. Et je pense que ça, il faut le mettre sur la table parce que sinon, ça va, là, c'est le Covid 2019, c'est le Covid 2022, mais ça sera peut-être le Covid 2033 ou je ne sais quelle autre pathologie qui risque de nous mettre à terre. Vous dites, on n'a plus le meilleur système de santé, on a le meilleur système de solidarité, qui a quand même beaucoup joué. Oui, il y a un système de solidarité, mais à quel prix? Parce que là aussi, ça a coûté des milliards. Rappelez-vous, quand le collectif Interurgence ou Interhôpitaux, avant la crise Covid, demandait d'augmenter ce fameux objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est le budget qui est consacré à la santé. On nous répondait, il n'y a pas d'argent. Ils demandaient un Ondam à 3%, c'est 3 milliards. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas les 3 milliards. Ça a coûté plus de 500 milliards, ce système de solidarité qui est formidable. Mais il peut pas durer, ce système de solidarité, parce qu'à un moment donné, qui va payer? Et là, le vrai système de solidarité, ça serait d'anticiper, d'investir pour l'avenir, d'investir pour nos plus fragiles, d'investir pour une population qui vieillit et d'investir dans le système de santé, de soins. Mais la santé, c'est pas que le soin. La santé, c'est plein de choses. C'est l'éducation, c'est la prévention, c'est la voirie. On sait que les plus gros progrès de santé et de gain d'espérance de vie, c'est finalement pas la médecine qui les a fait, mais c'est d'assainir les eaux usées, par exemple, et d'éviter qu'il y ait des épidémies. Ce que je veux dire par là, c'est que cette solidarité qui a été un réflexe un peu d'urgence et de survie, elle a été formidable. Elle n'a pas été partout pareil dans le monde, mais qu'à un moment donné, le quoi qu'il en coûte, c'est plus tenable. La crise a révélé le hiatus entre les politiques et les scientifiques. Des tiraillements, en tous les cas. Oui, je sais pas, parce que le politique a suivi le scientifique. Le politique a suivi le médical, notamment les premiers mois. On revoit, vous avez cité le président Macron, nous sommes en guerre avec nous ne ferons rien sans l'avis des scientifiques, etc. Puis les scientifiques n'ont pas été d'accord. Rappelez-vous, entre les pro-Raoult et les anti-Raoult, pro-chloroquine, anti-chloroquine. Et puis après, les scientifiques, j'ai un peu l'impression, alors il y a les scientifiques et il y a les médecins. C'est pas tout à fait la même chose. On dit que les médecins sont scientifiques, les médecins, c'est le carrefour entre la science et l'art. Parce qu'on a des patients, on a de l'humanité en face de soi. Il n'y a pas que de la science. Vous dénoncez la minorité agissante, là, quand même, sur les plateaux. Enfin, je dénonce surtout le manque de confraternité. Moi, c'est ça que je peux regretter. C'est-à-dire qu'on a un code de déontologie. Ce code de déontologie, il n'est pas juste une solidarité entre médecins. Il a été piétiné. Il est une solidarité entre médecins, mais il est surtout au service des patients. Et il a été piétiné, ce code de déontologie. Et je pense qu'il y a urgence maintenant à pouvoir se réconcilier entre nous. Alors, ça n'empêche pas des tiraillements, ça n'empêche pas des désaccords. Mais c'est pas possible de se taper dessus sur des plateaux télé ou de s'insulter ou de. Pourquoi? Parce que c'est très anxiogène pour les gens. Vous utilisez des termes forts, Dr Kierzek. Vous dites à un moment donné, ils étaient devenus des télévangélistes. Oui, c'est devenu quasiment, c'est comme un débat politique ou religieux, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas d'accord, la confraternité a été piétinée. Le problème, c'est quand il y a un désaccord entre deux médecins, c'est embêtant. Imaginez, vous allez voir un médecin, un qui vous dit c'est très grave, vous allez mourir, et l'autre qui vous dit c'est rien du tout, il y a rien à faire. C'est très déstabilisant pour les patients. En fait, on a assisté à ça en permanence dans les médias, et donc je pense qu'il y a vraiment urgence à réconcilier
avec le public aussi, parce que il y a un problème de crise de confiance. C'est-à-dire que le médecin qui était un peu en dehors du champ politique ou du champ économique, où les économistes n'étaient pas d'accord, ou les politiques n'étaient pas d'accord entre eux sur d'autres sujets, c'est pas très grave. Mais là, quand il s'agit de votre santé, et puis ça met en difficulté la parole médicale quand on reçoit dans nos cabinets ou dans nos services des patients, notamment, et je le raconte dans le livre, à l'époque de l'histoire de la chloroquine, moi j'avais des patients qui exigeaient d'être traités par de la chloroquine. Et c'est très compliqué d'avoir une parole médicale un peu nuancée, en expliquant, en argumentant, quand vous avez des gens qui ne comprennent pas et qui ont pris une position quasi religieuse, quasi télé-évangéliste. Ça, c'est problématique. Des termes sont apparus, celui de cluster qu'on ne connaissait pas avant l'épidémie. Vous dites en fait on avait plus une clusterémie qu'une véritable épidémie et il aurait fallu le traiter comme une clusterémie, ce qui n'a pas été fait. On a pensé que c'était un virus qui frappait tout le monde. Alors oui, il frappe tout le monde, mais il frappe pas tout le monde de la même manière, comme d'autres types de virus ou de bactéries. Et donc il y a un cluster de fragilité ou de comorbidité, mais surtout il ne frappait pas non plus aveuglément. Et quand j'étais quelques jours dans la Creuse, dans des endroits où il y a une densité de population faible, quand je repensais, je traversais ces paysages où les fermes sont très distantes les unes les autres, il n'y a pas d'endroit où les gens sont enfermés entre eux, il n'y a pas de métro évidemment, il n'y a pas forcément de risque particulier parce que cette épidémie, elle était dans l'air, mais pour attraper le virus, il fallait une concentration de virus. Il n'y avait peut-être pas de nécessité de confiner tout le monde. Nécessité de confiner tout le monde. Donc c'est là où il faut, 2 ans après, quand je vois certaines personnes dire, quand on voit les contaminations flamber, comme c'était le cas il y a quelques semaines, et qui disent, oui, il faut repenser au confinement, etc., ça n'a plus de sens. Alors vous dites c'était plus une clusterémie qu'une véritable épidémie et en fait c'était une syndémie qui est une synthèse. Alors une syndémie, on a dit c'est une pandémie d'un mystérieux virus chinois et en fait une syndémie, c'est un virus ou ça pourrait être une bactérie, il se trouve que là c'est un virus, le SARS-CoV-2 qui attaque une population qui a déjà des maladies, qui a déjà des fragilités. En fait c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et donc si vous avez un état d'obésité, vous avez en plus du diabète ou de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que votre organisme est fatigué ou votre système immunitaire est très fragile, eh bien le virus va arriver comme déclencheur. Et après, c'est une espèce de cercle vicieux qui va se mettre en route. Et donc cette syndémie, il est fondamental de le comprendre, d'abord pour protéger les plus fragiles, et notamment moi mes patients qui sont obèses ou qui sont avec un système immunitaire très déficient, je vais les surveiller comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que je vais les surveiller à la maison peut-être, en hospitalisation précoce sûrement, c'est-à-dire que dès que la saturation en oxygène, c'est le petit capteur qu'on met au bout du doigt et c'est ce qu'on prescrit à ces patients. Qui nous a beaucoup aidé en ville l'oxymètre. Exactement, qui nous a beaucoup aidé, mais tardivement. On aurait dû tout de suite dire aux gens, ok, rentrez chez vous, prenez du paracétamol, c'est un très bon médicament, mais prenez aussi un oxymètre au bout du doigt pour vérifier votre taux de saturation en oxygène. Et si ça baisse, et surtout si vous êtes fragile, appelez-nous. Et à ce moment-là, on fait un scanner rapidement pour vérifier qu'il n'y ait pas une pneumonie au niveau des poumons ou une embolie pulmonaire. Ça aussi, ça a été la pathologie qu'on a découverte quelques mois après le début de la pandémie et qui aurait permis de sauver beaucoup de vies et qui permet aujourd'hui, même avec un état fragile, même en étant obèse, diabétique, avec des comorbidités, si on prend cette pathologie tôt, si on la détecte tôt dans ses complications, on tire les gens d'affaire. Et ça, c'est un message positif qu'il faut donner et qu'on ne donne pas assez, je trouve, dans les médias. Moi, j'ai essayé depuis 2 ans de le dire en disant on peut traiter oxygène, antibiotiques éventuellement, anticoagulants et cortisone. Juillet 2020, papier dans un grand journal scientifique, la cortisone sauve les malades comme elle sauve les malades avec d'autres pathologies infectieuses. On en vient à la vaccination, puisque vous expliquiez que la mortalité est finalement très très faible, que la maladie n'attaquait pas de la même façon l'ensemble de la population, et ne justifiait en aucun cas la vaccination massive de toute la population. Je crois quelque part vous êtes contre le tout vaccinal. Alors, je suis évidemment pour les vaccins, vaccins, comme en médecine, de manière raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire que quand on a une pathologie qui frappe tout le monde de manière indistincte ou une pathologie qui touche les plus fragiles, mais dont on aura un médicament ou un vaccin qui empêche la transmission, et c'était le raisonnement au départ pour vacciner massivement toute la population, pas de problème, il faut vacciner massivement toute la population. En revanche, on a très vite compris que le vaccin n'empêchait pas la transmission, et la dernière vague, entre guillemets, je n'ose même plus
employer ce mot, de décembre a bien montré que le vaccin, parce que toute la population était quasiment vaccinée, et pourtant, ça n'empêchait pas. Il y a quand même eu des transmissions, il y a quand même eu des contaminations, et on n'empêche pas ce virus. Donc à partir de ce moment-là, vous avez les plus fragiles qu'on peut protéger avec un vaccin, il faut les vacciner. Un vaccin qui n'empêche pas la transmission, à quoi ça sert d'aller vacciner toute la population de manière massive? C'est plus devenu une arme, pour reprendre la métaphore guerrière, une arme politique qu'une arme médicale véritablement. Et puis surtout, et c'est le troisième argument, je pense qu'à côté de l'immunité post-vaccinale, il y a une immunité naturelle après l'infection qui est importante, et notamment chez les enfants. Les enfants qu'on a beaucoup culpabilisés en disant que vous allez tuer papy-mamie, rappelez-vous, c'était un peu le mantra de dire les enfants ou les petits-enfants risquent de contaminer leurs grands-parents et de les tuer. Je trouve ça terrible de culpabiliser les enfants, surtout que c'était pas vrai, c'était même l'inverse. L'immunité que les enfants ont en faisant une infection qui est pas grave chez eux, c'est une immunité plus forte, parce qu'ils font des anticorps dans le sang, peut-être, mais sûrement au niveau ORL. Ces fameux anticorps qui sont au niveau de la bouche, au niveau du nez, et qui diminuent la transmission. Donc ces enfants-là participaient à l'immunité naturelle, et donc je pense que l'immunité collective, dont on a beaucoup parlé, c'est à la fois l'immunité naturelle, après une infection, et l'immunité vaccinale pour vacciner les gens qui sont les plus fragiles. Donc il faut passer de mesures généralisées, confinement, vaccination massive, à des mesures personnalisées, vaccination ciblée et sûrement pas de confinement. Vous avez une belle formule, vous dites les enfants sont plus la solution à l'éradication virale que le moteur de l'épidémie. Oui, on les a pris pour le moteur de l'épidémie, pour le bouc émissaire de l'épidémie, on a affolé les parents aussi. Moi, j'étais assez effaré, y compris de clips d'ailleurs institutionnels qui les laissaient entendre que c'était les enfants qui étaient le moteur de l'épidémie. C'est terrible parce que je trouve que ça culpabilise, c'est anxiogène pour les enfants. J'avais écrit une interview dans le Figaro où je disais on va fabriquer une génération d'hypochondriaques. Je trouve que ça a créé beaucoup d'anxiété, alors que les enfants, ils avaient finalement très peu de risques. Il fallait rassurer les parents, et le masque à l'école, je crois que c'était vraiment quelque chose d'inutile. Voilà, on arrive au terme de notre entretien. J'avais envie de terminer par le dernier chapitre de votre ouvrage qui s'appelle « Il y a de l'espoir ». Dans ce chapitre, vous dites « Il faut être optimiste, un vaccin existe, on sait traiter les patients fragiles, la politique va peut-être s'affranchir du monde scientifique, on a compris la nécessaire réforme du système de santé ». Et l'optimisme, c'est bon pour le système immunitaire. Le stress, le pessimisme, ça augmente des hormones de stress, le cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse l'immunité. Donc si on est positif, et ça c'est toute la révolution qu'il faut qu'on ait dans nos mentalités aussi, il n'y a pas que les médicaments, il y a les médicaments et c'est formidable, il y a les vaccins, mais il y a aussi notre propre capacité à nous protéger. Et j'espère que l'après-Covid, puisque le sous-titre c'est « Votre santé du monde d'après », préparez-la aujourd'hui, c'est du physique, c'est du psychique, c'est des bonnes habitudes de vie, et c'est aussi une réforme effectivement structurelle de notre système de santé. La population vieillit, il va falloir des lits d'hôpitaux. Le virage ambulatoire, c'était un vœu pieux. C'est vrai, docteur Kierzek, que vous êtes très rassurant et que votre discours fait du bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et l'actualité, un mot de